Mesdames et messieurs, bienvenue sur le Canapé Rouge, édition spéciale présidentielle de Gabon Media Time. Votre rendez-vous incontournable pour décrypter les enjeux politiques, économiques et sociaux du pays. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Alain-Claude Bilibinze, candidat à la présidence de la République. Né le 16 septembre 1967 à Makoko, dans la province de Logoué-Vindo, notre invité a grandi dans une famille de 16 enfants, au sein d'un foyer où l'éducation et l'engagement occupent une place centrale. Son père, fonctionnaire des postes, et sa mère, dédiée à sa famille, lui inculquent des valeurs de rigueur et de persévérance. Après ses études primaires à Makoko, il est admis à l'école secondaire des cadets de la police où il obtient son diplôme mais décide de ne pas faire carrière au sein des forces de police nationales. Il poursuit donc ses études de lettres à l'université Omar Bongo de Libreville où il rédige un mémoire sur Soni Laboutansi, un célèbre écrivain, fondateur du premier syndicat des étudiants dénommé Syndicat des étudiants gabonais. Il intègre en 2000 la mairie de Libreville et en 2001, il est nommé directeur de la communication. Au sein de l'administration, Alain-Claude Bilibinze a occupé plusieurs fonctions dans des cabinets ministériels. En 2006, il fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué à la communication, porte-parole du gouvernement. Au fil des années, il gravit les échelons occupant les fonctions de porte-parole de la présidence de la République, ministre d'État, ministre de l'économie numérique, ministre de la communication, ministre d'État, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Puis le 9 janvier 2023, il est nommé Premier ministre du Gabon. Sur le plan politique, il a été élu pendant plusieurs années député de la commune de Makoko. Dans ce numéro spécial, nous évoquerons les raisons profondes de sa candidature, les grandes lignes de son projet de société, ainsi que ses réponses aux grands défis actuels du pays. Monsieur Alain-Claude Bilibinze, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation à ce canapé rouge spécial présidentiel. Comme il est de tradition dans notre programme, la première question que je vais vous poser est celle de savoir comment vous vous portez en cette période décisive pour l'avenir politique du Gabon. Je vous remercie pour l'invitation. Je me porte bien. Physiquement, bon, la campagne est un peu éprouvante. On perd toujours 1, 2, 3 kilos. J'en ai perdu 4, mais ça, c'est pas grave. Et ensuite, moralement, je me porte bien. Psychologiquement, tout est au point. Je sens que je rencontre les Gabonaises et les Gabonais qui sont de plus en plus attentifs aux propositions que nous faisons et nous allons essayer d'en débattre aujourd'hui pour eux également. Alors, avant de décortiquer vos propositions, comme vous le disiez, nous souhaitons recueillir vos impressions alors que le pays s'achemine inexorablement vers la fin de la transition entamée depuis le 30 août 2023. De manière succincte, quel bilan faites-vous de cette période dirigée par les militaires? La transition a été une vaste escroquerie, en ce sens qu'on a vendu quelque chose aux Gabonaises et aux Gabonais, et finalement on a fait différent. On a dit qu'on est venu restaurer les institutions. Au moment où nous acheminons vers l'élection du président de la République, aucune institution n'a été restaurée. Bien au contraire, la Constitution adoptée a même, comment dire cela, a même abaissé davantage certaines institutions, telles que le gouvernement qui a totalement disparu de la scène. On voit bien aujourd'hui le président de la transition qui s'exprime tout seul. Il parle à la première personne du singulier, je, et donc pour lui, l'institution c'est lui, la République c'est lui. Ce n'est pas notre vision de l'État, ce n'est pas notre vision de la République. Donc de ce point de vue, c'est une vaste escroquerie. Et ensuite la question de rendre la dignité aux Gabonais, on voit bien cette campagne qui est menée, qui ressemble à tout point de vue aux campagnes menées par Ali Bongo et même par Omar Bongo, pendant que les Gabonais ont les pieds dans l'eau, pendant que les éboulements qui tuent les Gabonais à Libreville, on fait un grand renfort de tam-tam, de médias, d'affiches, on est dans le vuvuzela, on est dans la distribution de gadgets de campagne, on distribue les congélateurs, etc. Mais rien sur le quotidien des Gabonais. Et donc de ce point de vue, cette transition est une grosse déception parce que autant les Gabonais ont applaudi le 30 août en se disant « enfin les choses vont changer dans notre pays, enfin on va pouvoir redémarrer », autant aujourd'hui cette déception elle est perceptible partout où nous passons, les Gabonais n'en peuvent plus. Il y a simplement que nous avons à la tête de l'État quelqu'un qui verrouille toute la machine, quelqu'un qui intimide, quelqu'un qui fait croire que les militaires sont partout. Non, les militaires sont des Gabonais comme d'autres, qui ont les mêmes problèmes comme tous les Gabonais et qui eux-mêmes dans leur caserne constatent que la transition c'est pour certains. Il y a certains qui en ont profité et la grande masse n'a rien, y compris
au sein des forces de défense et de sécurité. Alors, nous entrons de plein pied dans notre entretien en évoquant les questions politiques. Le mercredi 26 mars 2025, vous avez officiellement présenté votre contrat national de rupture. Pouvez-vous nous décliner les motivations qui ont poussé à vous présenter à cette élection? Je suis un fils du Gabon. J'ai fait toute ma carrière politique au Gabon. J'ai appris auprès des uns et des autres, des hommes politiques, tout comme des acteurs qui m'ont accompagné dans mon parcours. Dans ce parcours, on retient beaucoup Billy Bézé, ministre, député, ensuite carrière gouvernementale jusqu'à Premier ministre. On a oublié toute la partie qui a concerné une période assez difficile de ma trajectoire personnelle. C'était la période où j'ai quasiment vécu en clandestin dans mon pays. Entre 1994 et 1995, j'ai dit même 1996, j'étais quasi clandestin dans mon pays. Je n'avais pas droit à un passeport, je ne pouvais pas sortir du Gabon. J'ai tenté une sortie à l'époque et on m'a rattrapé à l'aéroport. On m'a mis dans une voiture de police à l'aéroport et j'ai passé un certain nombre de jours au niveau du CEDOC et personne ne savait où j'étais, ni ma famille, ni mes amis. Dans cette période-là, j'ai rencontré un certain nombre de Gabonais qui m'ont tendu la main. Fabien Méré, qui m'a beaucoup accompagné. Nous avons été si proches que la première fois que j'ai revu ma mère, après les événements du 14 juin 1994, la première fois que j'ai revu ma mère, c'est grâce à Fabien Méré, qui avait une affaire à Makoukou, il défendait un client, et nous sommes allés à Makoukou, c'est là que je revoyais ma mère pour la première fois, après presque 1 an et demi, où on ne savait pas où j'étais. Dans cette période, j'ai un ami et frère, Aimé Mapangou, qui à l'époque vivait avec une de mes sœurs, et il s'était réfugié à Makoukou. Les gendarmes, ayant appris que M. Mapangou était là, ont cru que j'y étais également. Ils ont débarqué à Ekoron, dans mon village. Ils ont saccagé la cuisine de ma mère. On a fouillé Billy Bézé, y compris dans les greniers d'arachide. Ma petite sœur, Raïssa Ingonze, qui avait à peine 14-15 ans, a été appréhendée par la gendarmerie, gardée à vue pendant des jours. Cette période-là, les gens n'en parlent jamais. Et je me suis dit que c'était personnel. Mais à l'occasion de cette campagne électorale, je dois pouvoir en profiter pour dire un certain nombre de vérités. J'ai parlé de Fabien Méré. Nous avons été si proches que lorsque j'ai eu mon fils aîné, je lui ai donné le nom de Fabien Méré comme prénom, en témoignage de cette amitié qu'il m'a accordée. J'ai eu la grâce d'être accompagné par d'autres personnes. Certains ne sont plus de ce monde. Fabien est parti, paix à son âme, Anaclé Bicielo, avec qui nous avons beaucoup échangé. On n'a pas toujours été d'accord, mais j'ai appris auprès de lui qui était un intellectuel rigoureux et qui avait une certaine probité. Nous avons beaucoup échangé et j'ai aussi appris à ses côtés, tout comme aux côtés d'autres qui étaient dans un petit parti qu'on appelait le Paris à l'époque. J'ai évolué avec Auguste Moussir Mouyama également, Pierre Monsard, Madame Léa Zamabezo, qui ne sont pas de ma famille naturelle, mais vous savez, dans la vie, il y a ceux avec qui on est, et puis il y a ceux qu'on choisit et qui nous choisissent. Et dans mon parcours, c'est ça aussi. C'est aussi le compagnonnage politique avec les Francis Edouéen, les Grégory Mbaminsa, avec Pierre-André Kombila, avec Paul Mbabessol, avec Pierre Amougemba. On a travaillé, j'ai appris à leur côté. Et donc, ce qui fait aujourd'hui que je peux porter un projet politique, c'est ce que j'ai appris des uns des autres et l'expérience que j'ai moi-même de la gestion de l'État. Si Ali Bongo n'avait pas été candidat en 2023, j'aurais déposé ma candidature. Et donc ce qui se fait aujourd'hui n'est pas nouveau. Même le dirigeant de la transition le sait. Il sait bien que si Ali Bongo n'avait pas été candidat en 2023, j'aurais été candidat. Alors, nous allons rester sur la période des années 90 pour revenir. Depuis le retour du multipartisme, le Gabon a connu une kyrielle de réformes visant à améliorer son modèle démocratique. Malheureusement, le pays a été secoué par de nombreux soubresauts, notamment à chaque élection. Quelle solution préconisez-vous pour arriver à bâtir véritablement un État démocratique? La démocratie, ce ne sont pas les textes. Au-delà des textes, ce sont les hommes. Ce qui se passe en 2025 aujourd'hui, où vous avez 104 partis politiques, il n'y en a pas un seul qui propose une candidature à l'élection présidentielle. Cela interroge sur finalement les raisons d'être de ces partis politiques-là. Si le leader d'un parti est frappé par un certain nombre d'incapacités constitutionnelles à se présenter, l'âge, la nationalité, le fait d'épouser une femme ou une femme étrangère ou d'être marié à un étranger, mais est-ce qu'au sein d'un parti politique, il n'y a que le leader?
Est-ce que dans ces partis politiques-là, il n'y a personne d'autre? Et donc, cela interroge. Ces acteurs ont-ils vraiment à cœur de faire vivre la démocratie dans notre pays? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, sur une campagne électorale, nous avons finalement 8 candidats indépendants? Moi, j'ai du respect pour les uns et les autres, mais quel est le parcours politique de ces différents candidats? En quoi, aujourd'hui, peuvent-ils constituer une offre politique différente? Et donc, il faut interroger la classe politique gabonaise. Est-elle à la hauteur des défis? Un certain nombre de réformes ont été tentées, mais ces réformes-là, s'il n'y a pas des hommes et des femmes pour les incarner et pour se battre, malheureusement, on n'aboutit à rien. Il faut donc que la démocratie gabonaise soit incarnée. Et moi, je vous le dis très sincèrement, je suis candidat à l'élection présidentielle pour que la démocratie vive au Gabon. Il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi ils se présentent? Mais d'abord parce qu'il faut des voix différentes. Aujourd'hui, je suis candidat pour faire entendre une voix différente et offrir un schéma différent à notre pays, offrir une espérance à notre pays. Et donc, les réformes qui ont été engagées, d'abord en 90, pour l'ouverture démocratique, le multipartisme, cela a permis un foisonnement d'idées sur la place publique. Il y avait le PGP, il y avait le RNB, il y avait le Morena originel et différents autres partis politiques. Et donc, nous avions quand même à l'époque le sentiment qu'il y avait une effervescence démocratique avec des journaux libres, avec les premières radios libres, avec les premières télés libres qui viendront plus tard, et tout cela par l'opposition gabonaise, qui au fil des ans a abandonné le combat, peut-être fatigué aussi par la lutte, a abandonné le combat, s'est rapproché du pouvoir. Moi-même, j'étais dans un parti politique d'opposition qui s'est rapproché du pouvoir. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est peut-être que l'aboutissement d'un long processus. Et là, nous sommes au temps zéro d'une nouvelle époque. 2025, c'est le temps zéro. Donc, ce qui s'est fait depuis 1990, je crois que c'est, on tourne la page des années 90, une nouvelle page qui s'ouvre avec de nouveaux acteurs, une jeunesse gabonaise de la diaspora qui est présente et qui en veut, qui a des propositions à faire, une jeunesse gabonaise ici, dans notre pays, qui est désireuse de pouvoir s'exprimer librement, de faire connaître ses idées. Il y a des médias privés, comme celui qui nous accueille aujourd'hui, qui sont là, qui encouragent la liberté d'expression, la pluralité d'opinion. Et il faut donc entendre qu'avec cette transition, même si ce n'était pas leur objectif premier, ils ont réussi à décapiter une classe politique, ils ont réussi à décapiter une société civile, ils ont réussi à décapiter un certain nombre d'acteurs qui hier étaient le grand donneur de leçons et qui aujourd'hui se sont allongés. Je ne comprends pas qu'un démocrate aille sous les bottes, les brodequins d'un général. Et donc moi je suis debout avec d'autres, avec des jeunes qui sont là, qui y croient pour porter cette nouvelle espérance. Alors, à travers votre discours, vous êtes érigé en chantre d'une rupture véritable avec l'ordre ancien incarné selon vous par le Comité pour la transition et la restauration des institutions et le Parti démocratique gabonais. Si vous êtes élu, quelles mesures prendrez-vous pour garantir une véritable alternance et une régénération du paysage politique gabonais? Bon, d'abord, au-delà du discours, il y a aussi mon attitude et mon comportement. J'ai rompu avec le PDG, c'est clair, donc cette rupture s'est opérée. J'ai rompu avec la pratique de la gestion de l'État par le CTRI. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et donc, au-delà du discours, il y a mon attitude, mon comportement. Je ne me mêle pas de leurs affaires, je ne suis pas avec eux, je n'ai rien à voir avec eux. Ça, il faut que ça soit très clair. Et ensuite, la question que vous posez est essentielle. Quelles mesures? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, a bloqué l'alternance? Ce qui a bloqué l'alternance, c'est un certain nombre de facteurs. Premier facteur, le verrouillage des institutions. La Cour constitutionnelle doit être démantelée et devenir un conseil constitutionnel qui n'aura plus la possibilité de décider à la place du peuple gabonais. Et donc, il faut réorganiser la Cour constitutionnelle, en faire un conseil constitutionnel, un conseil, ça veut dire ce que ça veut dire, et non plus faire une juridiction qui est quasiment devenue le top qui décide de tout à la place du peuple souverain. Donc, première chose, la Cour constitutionnelle. Deuxième chose, un organisme véritablement indépendant pour organiser les élections et qui rende compte au Parlement et au peuple gabonais, composé d'hommes et de femmes librement choisis après appel à candidature et chacun prête serment. Si d'aventure il manque à son devoir, il en répond devant les juridictions compétentes. Et donc finir avec cette histoire d'élections organisées par le ministère de l'Intérieur qui verrouille tout, ça se voit aujourd'hui. Tout est verrouillé. Mais je suis candidat précisément pour que tout ceci apparaisse aux yeux des Gabonais de manière très claire et que je batte au liguis dans les urnes. Troisième chose qu'il faudra absolument faire, c'est démanteler la garde républicaine.
Elle ne peut plus être cette armée dans l'armée qui est là avec des chars, avec des hélicoptères, avec la marine, avec des pompiers, avec des paras pour protéger le pouvoir. La garde républicaine doit être démantelée et ces éléments réaffectés dans les différents corps d'élite et constituer un corps spécialisé composé d'éléments pris dans différentes forces de défense de sécurité pour protéger le président et les institutions. Donc voilà des éléments précis pour garantir que demain, il y aura alternance. Et ensuite, financer les campagnes électorales par l'argent public. Moi, quand j'entends la Cour des comptes demander que les candidats déposent leur compte de campagne, mon nom de quoi? La Cour des comptes s'occupe de l'argent public. Dans ma campagne électorale, je ne reçois pas un franc public. Pourquoi va-t-on me demander de déposer mes comptes de campagne? L'État ne m'a pas financé. La Cour des comptes ne s'occupe pas d'un financement privé. Donc, je finance ma campagne sur mes deniers avec quelques soutiens. Pourquoi voulez-vous que j'aille rendre compte de cela à la Cour des comptes alors que je n'ai pas reçu un franc du contribuable gabonais? Et donc, pour favoriser l'alternance, il faut qu'il y ait l'équité. Il faut que l'État accompagne les candidatures en versant un franc électoral digne de son nom pour que les uns et les autres aillent à égal, plutôt, peut-être pas de manière égale, mais au moins équitable, qu'ils soient sur la même ligne de départ avec des ressources versées par l'État et chacun ensuite va compléter avec ses propres ressources. Or, aujourd'hui, des 8 candidats, vous avez un qui bénéficie de tous les moyens de l'État, qui bénéficie de tout l'accompagnement de l'État, moyens financiers, moyens humains, moyens matériels, et donc c'est inéquitable. Il faut mettre un terme à cela. Moi, président, ceci n'aura pas lieu. Alors, nous passons au pan économie de notre entretien. Avec un produit intérieur brut par habitant parmi les plus élevés du continent africain, soit 8 820 $ en 2022 selon la Banque mondiale, et une population estimée à 2 millions en 2021, le Gabon peine à assurer une répartition équitable de ses ressources. Quelles mesures fortes entendez-vous mettre en place afin de garantir le minimum vital à chaque citoyen gabonais? D'abord, les chiffres que vous indiquez datent de 2022, ça a augmenté. Oui. En 2025, dans la loi de finances, c'est projeté, selon le FMI d'ailleurs, à 9 000 $ par tête d'habitant. Également, il y a un accroissement réel des richesses du pays, même s'il y a un ralentissement de l'économie ces dernières années. La vérité de cela, c'est que depuis toujours, nous avons un problème de répartition de la richesse. Mais c'est lié d'abord à l'économie de rente, qui fait que finalement, on ne produit qu'en réalité ce qu'on exporte. Et il n'y a pas suffisamment de valeur ajoutée sur le territoire national pour créer des emplois au niveau local. Il faut donc d'abord faire en sorte que cette économie de rente soit réorganisée et qu'on diversifie l'économie. Ça, c'est l'axe premier. Et ensuite, comment mieux répartir les ressources? J'ai indiqué dans mon projet qu'il faut accompagner les Gabonaises et les Gabonais par des minima sociaux. En ce qui concerne les jeunes sortis des écoles avec des diplômes et qui sont en quête d'emploi, nous mettons en place un minimum jeunesse pour accompagner la jeunesse gabonaise en quête d'emploi. Ce minimum jeunesse correspondra à 80% de la dernière bourse perçue. Ceux qui n'ont pas été boursiers seront alignés sur le même montant. La première année de recherche d'emploi. La deuxième année, nous verserons 60%. Si au bout de ces 2 années-là, il n'a toujours pas trouvé un emploi, on l'aide à s'installer dans sa première entreprise. Maintenant, ceux qui veulent entreprendre dès la première année, on les accompagne également. Donc il y a ce minimum jeunesse. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, en 2025, le budget alloué à la bourse d'études pour le petit Gabonais est en baisse de 10 milliards de francs. Dans le même temps, en 2024, le budget consacré au déplacement à l'étranger du chef de la transition, du chef de la jeune militaire au Gabon, ce budget, il a été évalué à 27 milliards de francs CFA. 27 milliards de francs CFA. Il s'agit donc de rééquilibrer les dépenses et de faire en sorte que la bonne dépense aille là où il y a le plus de besoins. Donc augmenter les capacités de l'État à accompagner les études à l'étranger. Alors nous parlons, des étudiants au Canada m'écrivent. Ils me saisissent pour dire, mais monsieur Billy Bézé, parlez de notre cas. Nous sommes au Canada, nous n'avons pas encore perçu la bourse et celle du mois d'avril n'est pas encore arrivée. Comment on fait? Nos écoles ne sont pas payées, on n'a pas la bourse et dans le même temps, on dépense des milliards pour une campagne électorale. Ce n'est pas convenable. Ensuite, un minimum vieillesse. Le troisième âge. Des personnes seules, abandonnées. Je me suis déplacé sur le terrain. J'ai rencontré dans nos provinces, dans des villages, des hommes et des femmes d'un âge avancé, mais qui ne reçoivent rien de nulle part, qui n'ont pas un enfant qui travaille.
comment ces Gabonais font pour s'en sortir, donc une allocation vieillesse pour les aider à s'en sortir. Et ces allocations qu'on met en place vont créer des emplois parce qu'il s'agit de s'occuper des personnes au plus près. Et donc, il y a la question de l'accompagnement des personnes, on va créer de l'emploi. Et maintenant, pour ce qui est des Gabonais économiquement faibles, démunis, dans ces catégories-là, il y a des personnes handicapées, dans une incapacité totale à travailler, parce qu'il y a des handicapés qui peuvent travailler. Ceux qui sont dans une invalidité totale à travailler, ceux qui n'ont aucune capacité, qui n'ont aucun revenu, nous mettons en place le revenu universel garanti d'un montant de 150 000 francs CFA par mois, dont le financement existe. Nous le financerons par quoi? D'abord, sur la question de la suppression de certaines institutions. Je l'ai dit depuis le début, nous avons un certain nombre d'institutions qui auraient dû être réorganisées. Et au moment où il y a eu le dialogue national dit inclusif, mais qui a été exclusif, les Gabonais ont demandé majoritairement la suppression du Sénat. Et le président de la transition n'a pas osé acter cette suppression parce qu'il voulait faire plaisir à la présidente du Sénat qui lui a apporté le soutien d'un parti politique d'opposition. Et donc ces petits calculs politiciens, il faut mettre un terme à cela. On ne peut pas concevoir des institutions pour des hommes. Omar Bongo a conçu le Sénat pour faire plaisir à son ami Georges Ravuri. Les deux sont partis. Le Sénat n'a pas prouvé son efficacité, n'a pas prouvé sa raison d'être. J'ai des amis qui ont été sénateurs. J'ai ma grande sœur, Milébou Aubusson, présidente du Sénat. C'est une dame que je respecte, avec qui je m'entends très bien, mais le Sénat n'a pas prouvé son efficacité. Et donc, quand on est responsable, on prend des décisions. Il faudra supprimer le Sénat. C'est une économie de 21 à 22 milliards de francs CFA qui va être générée. Supprimer le CES, on va gagner 2 à 3 milliards de francs CFA. Supprimer la médiature, 800 millions de francs CFA. Supprimer, 200 millions de francs CFA. Le CND, 800 millions de francs CFA. Donc, en supprimant ces institutions, nous avons quand même des ressources. À côté de ces ressources-là, il y a la question de prélever 10% des ressources du pétrole, 10% des ressources du manganèse et 10% des ressources fiscales. Nous arrivons à une enveloppe de 280 milliards de francs CFA qui nous permet de sortir 160 000 Gabonais de la pauvreté du jour au lendemain. Mais il ne s'agit pas seulement de sortir de la pauvreté. Lorsque quelqu'un reçoit 150 000 francs CFA par mois, il devient un consommateur actif. Il y a donc une économie locale qui se développe. C'est une autre manière de relancer l'économie et de faire en sorte que dans nos localités, il y ait une économie qui se développe. Et donc c'est un programme qui a été étudié, qui a été travaillé, et c'est un programme qui émane de moi, de la connaissance que j'ai de l'État, de la connaissance que j'ai du terrain, de la connaissance que j'ai de la situation dans laquelle vivent les Gabonaises et les Gabonais aujourd'hui. Ce n'est pas un projet qui a été écrit par des experts qu'on aurait fait venir à la hâte. C'est un projet que nous avons écrit nous-mêmes en relation avec ce que nous savons du pays. Alors, selon les données de la Direction générale de la dette, l'encours de la dette publique du Gabon se chiffrerait à 775 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2024. Si elle a effectivement connu une diminution de 74,2 milliards de francs CFA par rapport à la même période en 2023, elle continue d'être une véritable préoccupation au sein de l'opinion nationale. Une fois élu à la tête du pays, quelle politique comptez-vous implémenter afin d'engager un véritable processus de désendettement? D'abord, il faut que les chiffres soient sincères, il faut que les chiffres soient vrais. Ça fait trop longtemps que le Gabon maquille ces chiffres. Ça fait trop longtemps que personne n'est capable de dire quel est le chiffre exact de la dette. Dette intérieure, dette extérieure. J'ai été dans plusieurs gouvernements. J'ai participé à plusieurs rencontres, à plusieurs discussions, notamment avec la Fédération d'entreprises du Gabon. Mais personne ne sait quel est le montant exact de la dette. Entre la dette qui est due aux banques, donc la dette intérieure aux banques, la dette aux entreprises, la dette sociale, parce que l'État doit de l'argent, notamment aux différentes caisses. Toutes ces dettes-là ne sont pas prises en compte dans ce que vous indiquez. Et il y a un effet mécanique. On triche sur les chiffres pour passer en dessous de la barre et se permettre des discussions avec le FMI. Mais j'appelle l'attention des Gabonaises et des Gabonais sur ce qui risque de se passer au lendemain de la présidentielle. Le pouvoir est déjà en contact avec le FMI. Il y a un plan de rigueur qui va être mis en place. Nous risquons une vraie récession économique et nous risquons demain d'avoir une vraie austérité. C'est ce qu'ils ne veulent pas dire. Et l'une des raisons de l'anticipation de l'élection, c'est d'abord parce que d'une part,
la cote de popularité de celui qui a fait le coup d'État est en chute libre, mais d'autre part, il y a une grogne sociale avec des promesses qui ont été faites, qui ne seront pas tenues, avec un certain nombre d'engagements qui sont pris au quotidien, mais pour essayer de masquer le marasme économique actuel, on paye les retraites en s'endettant, on paye les pensions en s'endettant, on paye des augmentations de bourse ici et là en s'endettant, mais la vérité de cela, c'est que ça va nous rattraper parce qu'à un moment donné, il y a un effet de ciseau qui va se mettre en place. Et donc, vous me demandez qu'est-ce que je ferai. Dans l'axe numéro 1 de mon projet, dans les 12 points prioritaires, il faut s'asseoir d'abord avec la direction générale du budget, la direction générale de la dette, pour regarder quel est l'état réel de la dette. Mais pas que. Où sont les différents audits qui ont été lancés par les différentes task forces? Ces task force dette-là, c'est un nid de mafia. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on y fait. On met à la tête de cette task force des amis, des copains, mais ils ont été à la tête de cette task force sous le BLA. Ils ont été à la tête de cette task force sous la Young Team. Ils y sont encore aujourd'hui. Comment voulez-vous que ce qui n'a pas fonctionné hier fonctionne aujourd'hui? Et donc, il faut là-dessus une transparence. Il faut qu'on sache quel est le niveau réel de notre endettement, intérieur et extérieur. Ensuite, discuter avec les bailleurs de fonds. Les vrais bailleurs, pas ceux qui sont des fonds vautours. Les vrais bailleurs pour regarder comment on traite cette question de la dette, comment on va lisser cette dette-là et comment on va effectivement financer le développement. Parce qu'il faut financer le développement. Et on ne peut pas se développer sans endettement. En revanche, ce qu'il faut éviter, c'est le cercle vicieux qui consiste à s'endetter pour financer le fonctionnement. Or, ça fait des années que nous finançons le fonctionnement par de la dette. Nous payons les salaires chaque mois par des emprunts bancaires pour compléter les ressources fiscales. Et on ne peut pas continuer ainsi. Il faut ajuster nos dépenses avec nos revenus nets. Et donc, nous le mettrons en place. Et ensuite, j'ai dit que nous prendrons une ordonnance du tout libéral. Il faut libéraliser l'économie. Cette histoire de dire que l'État rachète ici, l'État rachète là, ça n'a pas fonctionné. L'État ne s'est jamais montré bon gestionnaire. On l'a essayé avec Agro-Gabon, ça n'a pas marché. On l'a essayé avec SIAT, ça n'a pas marché. On l'a essayé avec Socio, ça n'a pas marché. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de techniciens, c'est le système qui n'est pas bon. Et donc, un système qui n'a pas fonctionné, n'allons pas le ressusciter. Libéralisons l'économie, l'État oriente, l'État stratège oriente, mais l'entreprise, ça doit être du domaine du privé. Et donc le privé gabonais, dans la stratégie, je parle d'industrialisation du pays, mais cette industrialisation doit se faire par des Gabonaises et des Gabonais, en lien éventuellement avec des partenaires extérieurs, mais l'État stratège doit veiller à ce que le Gabon maintienne de bons intérêts par l'entreprise gabonaise. Alors, dans votre programme de société, vous défendez l'idée selon laquelle une économie forte repose sur une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques. Quelle sera votre approche en matière de gestion budgétaire, mais surtout, quelles mesures entendez-vous mettre en place afin d'imposer à l'État une véritable orthodoxie budgétaire? D'abord, il faut en finir avec la BOP. La budgétisation par objectif de programme. Depuis qu'on l'a adopté, j'ai toujours combattu ce système. Parce que ce système, aujourd'hui, n'a permis de faire aboutir aucun projet pour deux raisons essentielles. Nous avons du mal à planifier nos investissements. Et nous avons du mal à programmer le financement de cet investissement-là en fonction de nos ressources. Ça veut dire que cette année, par exemple, sur un programme de construction d'un hôpital, où on vous dit que ça prendra 36 mois, c'est un exemple, hein, ça prendra 36 mois. Ça veut dire que c'est sur 3 ans. Il faut donc être rigoureux dans la programmation de cet investissement-là. Parce qu'on aura fait en amont des études. On aura tout calibré et on aura établi que chaque année, il faudra mettre par exemple 50 milliards. C'est un exemple. Mais une première année, on met 50 milliards. La deuxième année, on change de priorité, on ne met plus de financement. La troisième année, le projet a disparu. Et donc, on a mis 50 milliards, on n'est pas allé au bout de l'investissement. Nous avons un éléphant blanc. Nous avons 50 milliards qu'on a jetés à l'eau. Et donc, ça fonctionne ainsi. Il faut donc revenir à une gestion plus simple des finances publiques. Et ensuite, la transparence. Il faut un système qui fasse en sorte que ce qui a été récolté par les impôts, qui a été reversé au trésor, il y ait une traçabilité nette avec la dépense qui est effectuée. Et cette lecture-là doit être faite par toute la chaîne, aussi bien ceux qui collectent que ceux qui dépensent. Aujourd'hui, c'est totalement étanche. Il faut en finir avec cela.
Et ensuite, maintenant, pourquoi est-ce que nous avons une gestion budgétaire qui est totalement opaque? Pourquoi cette opacité? Elle profite à qui? Il faut de la transparence dans cette gestion. Nous devons tout connecter, tout numériser, tout informatiser et faire aussi en sorte qu'on étende la question de la collecte de l'impôt de manière à ce que ce soit davantage dématérialisé et lutter contre la corruption. Un facteur important de la corruption, c'est ces marchés publics qui sont passés sans appel d'offres par entente directe. Nous avons aujourd'hui un scandale en préparation avec le cas Ebomaf. Tous ces marchés qui lui sont octroyés pour une valeur globale de 700 milliards de francs CFA, il y a eu zéro appel d'offres. On nous a vendu la souveraineté, on vient de confier le transport maritime international et intérieur à une compagnie sans appel d'offres, sans mise en concurrence. On lui a confié la construction du nouvel aéroport de Libreville qui n'est pas nécessaire. Je connais ce dossier. C'est Ali Bongo qui a voulu lancer ce dossier. Mais pourquoi ça a été arrêté? Parce qu'il n'est pas rentable. Le Gabon, aujourd'hui, c'est moins de 700 000 voyageurs an. Pour rentabiliser cet aéroport-là, il faut se situer entre 1,5 million et 2 millions de voyageurs an. On ne les a pas. Et donc, on veut investir 220 milliards de francs CFA dans un aéroport alors qu'on n'a pas le trafic nécessaire. Regardez aujourd'hui, il y a combien de compagnies qui desservent Libreville? Il y a très peu. La destination coûte très cher, le carburant coûte très cher, les frais aéroportiers coûtent très cher. Et si on construit un nouvel aéroport, les frais coûteront encore plus cher. Regardez l'aéroport de Port-Gentil qui a été refait. Ça fait des années maintenant qu'il a été refait. Mais pour quel trafic? Il n'y a qu'Afrijet qui va à Port-Gentil. Et cet Afrijet, on nous a dit c'est maintenant Fly Gabon, c'est du pipeau, ce n'est qu'un nom commercial, mais non pas à ce jour un CTA. Et donc ça veut dire qu'en réalité, cette compagnie n'existe pas. Et cela, on ne peut pas continuer à faire l'enfumage avec les Gabonaises et les Gabonais. Et donc oui, gestion rigoureuse des finances publiques, oui, transparence totale, oui, ce qu'on dit qu'on fait, on le fait, et l'opinion publique doit être informée. C'est cela aussi la bonne gouvernance. Faire en sorte que les décisions soient transparentes, que chacun puisse vérifier et que ce que l'État dit qu'il fait, il le fait. D'où dans mon projet, j'appelle à une société de confiance dans laquelle l'opinion publique est impliquée dans la décision par plusieurs mécanismes, notamment les consultations citoyennes sur un certain nombre de sujets. Et cela est faisable. Ça s'est fait ailleurs et on peut le faire au Gabon. Cessons de croire que le Gabon continuera à fonctionner comme il y a 30 ans, comme il y a 40 ans. Notre pays a changé. Il est le même dans ses frontières, il est le même dans sa géographie, mais dans sa sociologie, il n'est plus le même. Ce pays a changé et les enfants du Gabon aspirent à ce que ce pays-là se développe et soit comme d'autres pays dans lesquels ils ont fait des études, avec une vraie dynamique économique, une dynamique démocratique, une dynamique de liberté d'expression, et cela est faisable. Alors, nous passons à la question environnementale de notre entretien. Le temps passe très vite. Depuis 2 décennies, le Gabon est considéré comme un pilier en matière de préservation des écosystèmes forestiers en Afrique et dans le monde. Comment entendez-vous porter la voix de notre pays à l'international vis-à-vis des grandes puissances, mais surtout capitaliser ces efforts de préservation de la faune et de la flore? Nous préservons d'abord pour nous-mêmes, pour notre pays, pour les générations futures. En le faisant, nous participons à aider à ce que la planète se porte mieux. Il y a plusieurs mécanismes. La vérité, c'est que l'Occident a détruit ses forêts. L'Occident a investi massivement dans l'agriculture intensive. L'Occident a investi dans l'industrialisation. Tout ceci est une menace à l'environnement. Nous ne pouvons pas décider que l'Afrique ne va pas se développer parce qu'il faut qu'on préserve l'environnement. Il va bien falloir qu'il y ait une vraie discussion sur le sujet et que l'Afrique se développe également. Et lorsque je le dis, c'est une discussion à ouvrir d'abord en tant qu'Africains. Nous sommes dans cet espace qui est très important du bassin du Congo. Il faut que tous les pays de ce bassin du Congo parlent la même voix. Et cesser de faire en sorte que chacun aille voir un interlocuteur différent en essayant d'apporter sa propre voix. Si nous arrivons à avoir une voix commune, notamment dans le cas de la CEAC, qui abrite tous les pays du bassin du Congo, nous pouvons déjà peser. Et si on élargit la discussion aux États de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est, nous pouvons déjà compter et peser. C'est une question de rapport de force. L'Occident impose son rapport de force parce qu'ils ont la puissance économique, ils ont la puissance diplomatique, ils sont au Conseil de sécurité membres permanents, ils siègent en permanence. Et là aussi, en lien avec les questions environnementales, ce que j'ai proposé dans mon projet,
c'est par exemple d'avoir au niveau du Gabon cet outil qui va servir à développer le fleuve Ogooué. Donc, la Compagnie nationale de l'Ogooué, pour faire en sorte que l'Ogooué soit l'élément premier qui servira au transport des personnes et des biens. Et l'Ogooué doit également pouvoir servir aux questions de réserve d'eau, de l'eau douce pour l'agriculture, de l'eau douce pour les ménages, mais aussi pour l'hydroélectricité. C'est tout un programme qu'il faut mettre en place en lien avec notre potentiel. Je vous le dis encore une fois, ce programme, nous l'avons travaillé en lien avec la connaissance qu'on a du pays, en lien avec les projets dont nous avons pris connaissance, et nous prenons le meilleur de ces projets-là. Alors, malgré la réaffirmation de ses engagements en faveur du climat, le Gabon continue de faire face à une exploitation minière et forestière anarchique. Quelles sont les mesures urgentes à prendre pour mettre un terme à ce pillage de nos ressources naturelles? Il y a beaucoup moins d'anarchie dans le secteur forêt-bois. Il faut réformer, il faut de la rigueur dans l'attribution, mais nous avons des outils dont on ne se sert pas. Moi, je vous dis, j'étais ministre de l'économie numérique, nous avons signé une convention avec le Rwanda pour exploiter les images que donnait la GEOS. Le Rwanda a organisé son foncier grâce à la GEOS qui est ici, au Gabon, et dont on ne se sert pas. La question du couvert forestier, de son évolution, la GEOS va nous aider à mieux gérer ce couvert forestier. Et même la côte. Et donc, ce sont des mécanismes qui existent qu'il faut exploiter. Et ensuite, concernant l'exploitation illégale et anarchique, notamment de l'or, au niveau de Ndjolé, au niveau de Ndangui, au niveau de Mekambo, il y a plusieurs exploitations anarchiques. Il faut ordonner, il faut réguler, tout en faisant en sorte d'accompagner les Gabonais dans ce domaine-là. Aider les Gabonais à avoir des petits permis dans ce domaine-là et les accompagner pour sortir de l'anarchie. Cette anarchie, elle est encouragée aujourd'hui par l'immigration clandestine. Parce que dans ces forêts-là, ceux qui exploitent, c'est ceux qui viennent de loin et qui viennent armés. Et il faut pouvoir sécuriser notre pays. Et j'enchaîne avec la question de l'immigration. J'ai dit que moi je suis pour une immigration choisie. On ne peut pas continuer à subir l'immigration. Il faut donc qu'on sélectionne qui vient chez nous et qu'on renvoie chez eux ceux qui n'ont pas à venir chez nous et qui n'ont rien à faire chez nous. Il faut assumer cela. À côté de cela, il y a des accords que nous avons au niveau de la CEAC. D'abord de la CEMAC, dont les étrangers communautaires, une libre circulation des personnes et des biens, mais ce n'est pas un libre établissement. Celui qui entre chez nous est signalé et il repart au bout d'un temps déterminé par des conventions internationales. Les étrangers non communautaires qui n'ont aucune raison d'être chez nous, on ne va pas régulariser celui qui est rentré de manière irrégulière. Il faut le renvoyer. Et s'il veut revenir, c'est de manière régulière qu'il doit revenir chez nous. Et donc cette régularisation habituelle qui se fait juste pour renflouer certaines caisses, on ne peut pas continuer ainsi. Et sur cette question d'immigration, c'est d'abord la question de la sécurité. Et la question de la sécurité, ce sont les hommes en armes. Ces hommes en armes qui avaient espéré qu'avec le CTRI, leurs conditions allaient changer et qui voient qu'au fil du temps, le CTRI, c'est uniquement quelques 11 généraux qui bénéficient des prébendes de l'État. Il faut bien parler de prébendes, alors qu'eux n'ont rien. Où est l'argent qui a été trouvé dans les domiciles? Où sont les lingots d'or qu'on a présentés à la télévision? C'était quel montant? Qu'est-ce qu'on en a fait? Après 2 années, il n'y a pas une caserne qui a été construite. Pas une. Après 2 années, quelle est la situation des hommes de troupes? De quoi vivent-ils? Comment vivent-ils? Où sont les promesses qui ont été faites? Et moi, président, je m'occuperai de leur situation, de leur famille, de leurs enfants, de leur formation, de leur équipement, mais pas que les militaires, les magistrats. L'indépendance de la justice, c'est d'abord aussi augmenter les capacités de fonctionnement de la justice. Ça veut dire recruter plus de personnel, plus de magistrats, plus de greffiers, plus d'huissiers. Ça veut dire aussi accompagner financièrement cela, mais aussi établir une séparation nette entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le président n'a pas à présider le Conseil supérieur de la magistrature, il faut les laisser s'organiser avec la Cour de cassation, par exemple. C'est des mécanismes à mettre en place. On ne peut pas continuer à gérer la carrière des magistrats de manière politique avec un chef qui décide, qui peut monter en grade, qui va descendre en grade. Laissons la magistrature gérer
la carrière du magistrat. Alors, vous nous prenez le cours, puisque la suite, c'est la question justice et droits de l'homme. En août 2016, le Gabon a connu ce que plusieurs compatriotes considèrent comme l'une des pages sombres de notre histoire en matière de soubresauts électoraux. Pour lever le voile sur ces événements, vous préconisez la création d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Quel est l'objectif attendu à travers la mise en place de cet organe? Réparer le pays, réconcilier le pays avec lui-même, ça a été un traumatisme. On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. Il faut que le pays sache qui est qui a fait quoi, qui est responsable de quoi. Nous devons le savoir. Nous devons cette vérité à ceux qui sont partis. Nous devons cette vérité aux familles des victimes. Nous devons cette vérité à la nation. Et moi, je mettrai en place cette commission. Élue demain, je la mets en place. Je la mets en place sans tarder pour réparer le pays. Et on me dit, mais vous avez été là en 2016. Oui, et raison de plus. Ce n'est pas parce que j'ai commis une erreur hier que demain je dois me tenir dans l'erreur. Ce qui a été fait n'aurait jamais dû être fait. Même si ça avait été une seule personne qui était décédée, ce n'est pas normal qu'on meure pour une élection. Et donc, peu importe finalement, je ne peux pas dire peu importe le nombre de morts, c'est pas ça. Je dis peu importe le débat sur les chiffres, ce n'est pas là que la vérité se trouve. La vérité se trouve dans la nécessité de la nation de regarder en elle-même ce qui s'est passé. Il faut bien entendu établir les faits. Et cette commission permettra de mener des enquêtes pour connaître le nombre de victimes exactes. Qui a été tué où? J'ai pu me rendre compte qu'on a beaucoup parlé du QG de M. Jean-Ping et qu'au fil des témoignages, il n'y a pas eu qu'au QG de M. Jean-Ping qu'il y a eu des décédés. Il y en a eu dans les quartiers également. Donc il faut enquêter. Il faut qu'il y ait des témoignages. Il faut aussi, au-delà de cela, de cette enquête, qu'on se dise plus jamais ça. Mais plus jamais ça, c'est des engagements de l'État. Plus jamais ça, c'est des engagements des acteurs politiques. Plus jamais ça, c'est l'engagement de la société civile. Plus jamais ça, c'est l'engagement du citoyen. Plus jamais de crise post-électorale. Plus jamais de personnes qui veulent s'imposer au pouvoir par la force et par les armes. Plus jamais de gens qui envoient dans la rue les enfants d'autrui alors qu'ils ont mis leur famille à l'abri à l'étranger. Plus jamais ça. Lorsque vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, M. Jean-Ping a rallié le CTRI et qu'il ne parle plus des victimes, qu'il se bat pour qu'on indemnise par rapport à son siège, c'est scandaleux. Quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ceux qui ont parlé des charniers, ils sont au gouvernement, mais qu'attendent-ils pour mener des enquêtes? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ceux qui ont parlé de charniers à la démocratie, on est en train de construire la démocratie, soit les charniers existent, et donc ça veut dire qu'on les fait disparaître, soit ils n'existent pas, c'est qu'on a menti et qu'on a manipulé l'opinion, on a créé la haine dans le cœur des Gabonais, il faut traiter cela. Je le dis pour nous tous, parce que lorsque la haine a envahi les cœurs, mais la haine doit absolument produire le résultat. Ça veut dire qu'on a semé, à un moment donné, ça doit produire. Il faut évacuer cette haine-là pour que ça n'explose pas. Et la seule façon d'évacuer, c'est cette commission vérité, justice et réconciliation. Alors, nous passons au fonctionnement de la justice en elle-même. L'indépendance de la justice est au cœur des débats, notamment face à des dossiers sensibles comme ceux de Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Nourdine Bongo, ou encore plus récemment l'affaire impliquant l'ancien ministre des Mines, Hervé Patrick Opanga, qui vit désormais en exil forcé. Quelle est votre vision d'une justice équitable et respectueuse des droits humains? Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons sur à peu près 5000 dossiers de personnes en détention, 3000 personnes qui ne devraient plus être en détention parce qu'elles n'ont pas été jugées. Vous savez qu'aujourd'hui, pour un magistrat, il y a à peu près 300 dossiers à traiter. C'est tout cela qu'il faut pouvoir régler. La détention préventive ne peut pas être une manière de régler la question finalement de la justice. Il faut respecter les délais de détention préventive. Il faut même faire en sorte que les gens soient jugés avant l'expiration de ces délais-là. C'est une chose importante. Ensuite, améliorer l'environnement carcéral. Les sujets que vous évoquez, moi j'ai trouvé scandaleux que quelqu'un qui fait office de président de la République, je dis bien qu'il fait office, qu'il intervienne dans un média international pour indiquer le contenu d'un dossier en instruction. C'est scandaleux. Ce mélange de genres n'est pas acceptable dans un état de droit.
l'exécutif n'a rien à faire à regarder un dossier judiciaire. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, la justice, elle est instrumentalisée pour les règlements de compte. Ce qui se passe aujourd'hui, moi je ne suis pas l'avocat de la famille Bongo. Je ne suis pas l'avocat de Sylvia et Nourdine. Je dis simplement, il faut respecter les droits de la défense. Si au bout de 18 à 19 mois, il n'y a rien dans le dossier, qu'on les libère. Mais s'il y a quelque chose dans le dossier, qu'on les juge. Mais je doute qu'il y ait là-dessus, finalement, un procès équitable, dans la mesure où le chef de la junte a déjà dit qu'il y a des preuves dans le dossier. Ça veut donc dire que lui, il va imposer à la justice les orientations à prendre. C'est lui qui a imposé à la justice de libérer un tel ou un tel ou un tel, en oubliant de libérer Kelly Ondo, qui n'a plus rien à faire en prison, et en faisant en sorte que M. Evé Patrick Opianga, qui a été son complice dans le coup d'État, se retrouve aujourd'hui forcé à l'exil pour une phrase qu'il a prononcée. On n'avait pas prévu ça comme ça. C'est peu ce qui a été prévu. C'est une phrase qu'il a prononcée et qui lui a valu ensuite cette cabale. Cette instrumentalisation de la justice doit cesser. Je le dis humblement, dans un état de droit, dans un pays organisé, le dernier rempart, c'est la justice. C'est un pilier essentiel de l'état de droit. Nous ne pouvons pas fragiliser ce pilier-là sans fragiliser l'édifice Gabon lui-même. Union, travail, justice. C'est un pilier que les pères fondateurs ont placé au fronton de la République gabonaise, la justice. Et il faut que cette justice-là soit indépendante, qu'elle ait les moyens de son action et qu'elle puisse rendre justice véritablement au nom du peuple gabonais et non pas au coup de fil d'un dirigeant. Alors, nous passons à la deuxième partie de notre entretien en abordant la question société. L'une des difficultés rencontrées par la population est l'accès aux soins de santé, ce malgré l'existence de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Quelles mesures prendriez-vous pour permettre une amélioration significative de l'offre de santé? D'abord, sur cette question de la santé, la CNAMGS est un acteur clé. S'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que la CNAMGS ne paye pas les hôpitaux. Et si elle ne paye pas, c'est parce qu'elle-même a du mal à trouver des sources de financement et l'État ne reverse pas. Mais il n'y a pas que l'État qui ne reverse pas les cotisations des agents de l'État. Il y a aussi un certain nombre de secteurs, dont le secteur du pétrole, qui ne paye pas la CNAMGS. Moi, président, nous rentrons en discussion avec le secteur pétrolier pour qu'il puisse reverser à la CNAMGS. C'est à peu près 200 milliards de francs CFA qu'on pourrait récupérer. Et l'État doit reverser. L'État met ses caisses en difficulté. L'État met en difficulté la CNSS, l'État met en difficulté la CNAMGS. Mais la question de la santé, il y a la question des caisses à régler. Mais au-delà, il y a la question de l'offre de santé. De mon point de vue, et c'est dans mon projet de société, il faut d'abord mettre l'accent sur la médecine préventive, la prévention, plutôt que le curatif. On investit trop dans le curatif et on investit mal dans ce curatif-là. Et ensuite, il y a la question des plateaux techniques, la question de la formation, la question finalement de la médecine de proximité, remettre dans les quartiers les dispensaires, pour qu'on n'aille pas au CHU pour un mal de tête qu'on aurait pu traiter dans un dispensaire de quartier. Et donc remettre en place des dispensaires de proximité, monter au niveau de l'hôpital d'arrondissement avant d'arriver au CHU. Mais sur la question de la formation, on forme les médecins, mais il faut former à nouveau les infirmiers, les garçons de salle, les filles de salle, les techniciens laboratoires, les techniciens qui vont maintenir les plateaux techniques, il faut les former. Et nous avons les capacités de le faire. Et ensuite maintenant, la question de l'accès aux soins de santé. Moi, je prône la gratuité des soins de santé pour les Gabonaises et les Gabonais, notamment les plus fragiles d'entre eux, ceux qui n'ont pas de revenus, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont porteurs de maladies chroniques, il faut les accompagner. En discutant l'autre jour avec un ami venu me rendre visite, il était avec son fils. Et son fils m'a dit, mais monsieur le candidat, monsieur le président, est-ce que vous pourriez regarder la question, par exemple, de la drépanocytose? Ceux qui en souffrent aujourd'hui se débrouillent eux-mêmes. Ceux qui en souffrent aujourd'hui n'ont pas de capacité d'être accompagnés par l'État. Est-ce que l'État ne pourrait pas accompagner? Donc ce type de pathologies qui sont chroniques et dont on ne guérit quasiment pas et qui sont lourdes, il faut que l'État accompagne les familles. Il faut que l'État soit présent. Et donc nous le mettrons en place, bien entendu. Dans les centres urbains, comme dans les zones rurales, il faut la médecine de proximité. Aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui existent, qui ne peuvent pas aller en province, compte tenu des situations compliquées, manque de logement, manque d'équipement.
Et dans mon programme, je décide d'investir 20 milliards de francs CFA par an sur 5 ans pour une remise à niveau de nos infrastructures de base dans nos provinces. 5 ans, 20 milliards, c'est 100 milliards investis dans les provinces. Notre pays change. Notre pays change totalement de configuration et c'est 40 milliards à Libreville par an. Donc au bout de 5 ans, on aura investi 40 par 5, 200 milliards de francs CFA dans Libreville pour améliorer la vie des Gabonais. Et là-dessus, toujours sur la question de la prévention, en lien avec la santé, la rénovation urbaine, lutter contre les eaux stagnantes, améliorer la vie des Gabonais, apporter de l'eau, de l'électricité, assainir ce qu'il y a à assainir. Moi, sur cette question de Libreville 2, c'est une folie. Il faut d'abord améliorer Libreville 1. Le baron Haussmann, lorsqu'il fait Paris, il ne décide pas de faire Paris 2. C'est d'abord Paris 1 qu'il améliore, en faisant des grands travaux d'assainissement, en faisant des canalisations, en luttant contre les inondations. Il faut un plan pour la rénovation urbaine dans Libreville. Là où vivent les Gabonais aujourd'hui, il faut améliorer leurs conditions de vie. D'abord dans Libreville, Intramuros, avant de songer à une folie de Libreville 2, parce que quelqu'un a dit qu'il veut l'immortalité. Dès qu'on commence à avoir des rêves d'immortalité, c'est Bokassa, c'est Amin Dada, c'est Dadis Camara. Voilà vers quoi on tend. Alors, en 2023, vous avez présidé en tant que Premier ministre les Assises nationales sur la vie chère, une question qui préoccupe véritablement les Gabonais. Quelles solutions envisagez-vous pour résoudre ce phénomène? La question du blocage des prix, ce n'est qu'une décision temporaire, c'est un sparadrap. La vie chère, c'est plusieurs facteurs. D'abord, il faut produire soi-même ce qu'on consomme. Il faut donc la question de l'agriculture, et c'est dans mon projet. Dans les éléments de diversification de l'économie, il y a l'agriculture. Donc, ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est quoi? C'est essentiellement du poulet, entre autres, du riz, de la tomate, des oignons. Il faut pouvoir produire nous-mêmes ces éléments-là. Mais les produire de sorte que ça ne coûte pas plus cher que ce qu'on importe. Et donc, les produire en accompagnant le producteur par l'investissement, par l'accompagnement financier, par la formation. La vie chère, c'est aussi la question globale des services publics. Lorsque vous n'avez pas une école publique de qualité, vous êtes obligé d'aller inscrire votre enfant dans le privé. Ça coûte cher. Lorsque vous n'avez pas un hôpital public de qualité, vous allez dans une clinique. Ça coûte cher. Et donc, en investissant dans les services publics de qualité, l'école, l'hôpital, les transports, on améliore le quotidien des Gabonais et on allège le panier de la ménagère. En faisant en sorte de moins faire peser l'impôt, moi j'ai décidé dans mon projet de revoir à la baisse la TVA. Elle est de 18%. Lorsqu'il y a eu en France le débat sur la TVA, je me souviens qu'un homme politique avait dit TVA, ça veut dire tout va augmenter. Et donc la TVA, il faut revoir la politique de la TVA pour faire baisser les prix. Et moi, je vais supprimer un certain nombre de taxes qui pèsent sur les ménages, notamment la taxe sur les ordures ménagères qui pèse sur les factures d'électricité. On regarde aujourd'hui, depuis qu'on récolte cette taxe, est-ce que Libreville s'est amélioré? Regardez la configuration de Libreville aujourd'hui, on a des immondices partout, on est obligé là de faire appel à l'armée pour tenter de faire quelque chose. Mais là, on a des généraux qui ont échoué dans leur lutte contre l'insalubrité. Ce n'est pas l'armée qui doit lutter contre l'insalubrité, ce sont les mécanismes de l'État et des collectivités locales. Rendons autonomes les collectivités locales, dotons-les de moyens humains et financiers pour agir. Ne continuons pas à intervenir dans ce domaine. Que fait le président de la République à gérer les ordures ménagères dans un pays? Est-ce que c'est du rôle du président de la République ça? Donc cette question-là, elle est essentielle. La lutte contre la vie chère, elle passe d'abord par la production, elle passe par l'amélioration des services publics, elle passe aussi par la question finalement des salaires. Il ne faut pas continuer à se cacher. Il va bien falloir poser sur la table la question des salaires. Et lorsque j'évoque les 150 000 francs CFA de revenus universels, j'ai aussi indiqué qu'il faudra ensuite une conférence des salaires, le public d'un côté, le privé de l'autre. Il faudra bien un jour regarder cette question d'augmentation des salaires pour notre pays. Il faudra le mettre sur la table. Alors, le Gabon fait face depuis plusieurs années à un déficit de près de 200 000 logements et la prolifération de quartiers de plus en plus précaires. Quelles solutions envisagez-vous pour reloger dignement les Gabonais? Vous savez, moi, je me méfie toujours des chiffres. J'ai essayé de faire un projet qui n'annonce pas trop de chiffres.
même si dans le mien, on approche la question des 20 000. Mais le sujet aujourd'hui, c'est des mécanismes d'accès à la fois au foncier constructible, mais aussi l'accès au logement. Il ne s'agit pas d'un seul mécanisme à mettre en place, c'est plusieurs offres qu'il faut pouvoir mettre sur la table. Le jeune fonctionnaire recruté, comment l'État fait pour que ce jeune-là, qui est recruté à 25 ans, et on sait que la retraite aujourd'hui, elle est à 60-62 ans, et donc c'est quelqu'un qui va pouvoir travailler pendant 40 ans. Comment ce jeune-là, on l'accompagne en mettant en place un mécanisme d'accès à la propriété et en accompagnant par un crédit auprès d'une banque à taux zéro. Il faudra étudier cela. Et il faudra également regarder la question des territoires. Lorsqu'on évoque la décentralisation et qu'on dit qu'il faut investir massivement dans les provinces, c'est aussi pour que les gens puissent repartir dans les provinces. On ne peut pas continuer à avoir 91% de personnes qui vivent dans les centres urbains, dont plus de la moitié à Libreville, alors que nous avons un vaste territoire à occuper. Et donc cela, ces trois phénomènes, j'ai parlé tantôt de la rénovation urbaine. Il faut améliorer l'habitat là où sont les personnes aujourd'hui. Les aider à acquérir un titre foncier pour pouvoir regarder les banques et pouvoir améliorer leur habitat. Et ensuite, maintenant, comment l'État met en place des mécanismes de mise à disposition de terrains constructibles et de logements avec une acquisition à quasiment taux zéro. Ça, c'est déjà fait au Gabon. Il faut donc repartir à ce qui a bien fonctionné. 200 000 déficits, c'est même beaucoup plus que cela, ça ne se rattrape pas le temps des mandats. Il faut planifier sur la durée pour que le Gabonais et Gabonaises et Gabonais accèdent à la propriété à Libreville comme à l'intérieur du pays. Et c'est un mécanisme à mettre en place. Je n'ai pas dit que c'était simple. J'ai dit qu'il faut étudier toutes les possibilités, mais sans pouvoir rester dans la démagogie. On nous avait annoncé 6 000 logements avant la fin de la transition. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Alors, dernière partie de notre entretien, la question diplomatie et intégration régionale. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez mené un plaidoyer lors de la réforme de la CEAC. Quelle sera votre politique étrangère et comment souhaitez-vous redéfinir le positionnement du Gabon au sein de la CEAC, de la CEMAC, de l'UA ou encore de l'ONU? J'ai dit qu'une fois élu, je lancerai une initiative diplomatique pour réaliser enfin la fusion entre la CEMAC et la CEAC. On a là deux organismes qui ont quasiment les mêmes missions. On va garder au niveau de la CEMAC la question de l'union monétaire pour le franc CFA, mais élargir à la CEAC la question de l'intégration, parce que c'est cela la CEAC. C'est une intégration économique et beaucoup plus large que la CEMAC. La CEAC, c'est 11 États, la CEMAC, c'est 6 États. Et donc, il faut arriver effectivement à faire cette fusion-là. Et ensuite, la question du positionnement du Gabon. Moi, je suis de ceux qui pensent que le Gabon doit retrouver sa place en tant que leader dans notre région de la diplomatie. Cela veut aussi dire qu'on revoit notre cadre diplomatique, on revoit nos objectifs, nos orientations. Je suis pour une diplomatie économique, je ne suis pas pour une diplomatie de prestige. Là où nous sommes présents, soyons bien présents. Ça veut dire réduire le nombre de représentations, mais améliorer les capacités de représentation. Nous sommes présents au Japon, en Corée du Sud, en Inde et en Chine. Est-ce qu'on ne peut pas réduire de moins 2 pour pouvoir mieux financer nos représentations diplomatiques? Nous sommes présents en Allemagne, en France, en Belgique, nous sommes présents en Espagne, nous sommes présents en Italie, à Rome, en Angleterre. Est-ce qu'on ne peut pas reconfigurer pour regarder comment on peut mieux rayonner en faisant en sorte qu'on soit moins présent dans ces différents pays-là, mais mieux représenté dans un ou deux qui vont rayonner ailleurs. Et donc, ce sont des choix qu'il faudra faire. Moi, lorsque j'étais aux affaires étrangères, et vous le savez, je ne suis pas diplomate de formation. Mais j'ai travaillé en étroite collaboration avec des techniciens du domaine qui m'ont indiqué et qui m'ont montré ce qu'il y avait à faire. C'est ce que j'ai fait partout où je suis passé, faire confiance aux Gabonais qui sont formés dans des domaines pour lesquels on m'a nommé comme ministre. Et nous avons bien collaboré ensemble. Sur ces sujets-là, des techniciens ont été bien formés. Il faut les mettre en valeur, il faut les écouter, parce que ce sont eux qui vont aider à l'impulsion dans ce domaine. Le président fixe l'orientation et la diplomatie gabonaise, elle repose d'abord sur le diplomate qu'il faut valoriser, qu'il faut mieux accompagner, et nous le ferons. Et ensuite, interroger la nature de nos relations avec
l'ancienne puissance coloniale. Nous asseoir de manière tout à fait simple, sans invective, sans anathème, pour regarder un certain nombre d'accords de coopération qui peuvent être déséquilibrés et qu'il faut rééquilibrer. La question de la base militaire à Libreville. Ce n'est pas un sujet tabou. La base militaire à Libreville ne me pose aucun problème. Il s'agit simplement de regarder nos capacités propres à nous défendre. Et cette base militaire française, elle peut partir à tout moment. Ce n'est pas un sujet tabou pour moi. Alors, Monsieur Alain-Claude Bilibinzé, nous vous remercions pour cet entretien riche en éclairage sur votre vision pour le Gabon. Nous espérons que votre passage dans notre programme a permis aux électeurs d'avoir une lecture complète de votre ambition. Dans l'attente de ce scrutin historique du 12 avril 2025, nous vous souhaitons bon courage pour la suite de votre campagne. Merci d'avoir été notre invité sur le canapé rouge de Gabon Media Time. Merci de m'avoir invité. Et je suis pour la rupture, pour la nouvelle espérance. J'appelle les Gabonaises et les Gabonais le 12 à faire le choix de la rupture en votant pour Alain-Claude Bilibinzé. Merci. Merci. Chaque planète a sa propre guerre.